suivante de Brice Sevin, qui va nous faire un retour d'expérience sur la Nouvelle-Calédonie, même si, en fait, il aurait pu nous en faire un sur la Corse aussi. Brice, c'est à toi. Je vous remercie et je remercie Emmanuel Jo pour ses mots sur Bureau GDA. Et effectivement, pour le coup, sur le chantier qu'on évoquait, on était dans les serpentinites du Fango, très très riches en chrysotyles et qui avaient été très bien délimités par le BRGM. Donc oui, je vais vous faire un... Donc oui, moi, je suis Brice Sevin, je suis le directeur technique du bureau d'études Bureau GDA. Notre domaine d'expertise, c'est l'amiante environnementale. Et j'ai eu la chance, par le passé, de travailler en fait 12 ans au service géologique de Nouvelle-Calédonie, au sein de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie. Et on a été confronté à la problématique de l'amiante environnementale. Et je vais donc vous présenter les actions menées par le service et par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et je remercie aussi Stéphane Le Simple du service géologique de Nouvelle-Calédonie qui m'a donné pas mal d'éléments pour vous faire cette présentation. Donc, on verra tout d'abord en fait la problématique, quel problème a été soulevé avec l'amiante environnementale, et puis les 3 solutions qui ont été apportées à cette problématique avec la première, l'acquisition de connaissances, le fait d'inventorier, recenser, bancariser, le besoin de développer des méthodologies, puis on conclura. Donc la problématique de l'amiante en Nouvelle-Calédonie, il y a un constat de base et qui est assez proche de celui de la Corse, c'est qu'il y a une incidence plus élevée que la normale des cas de mésothélium, cancer de la plèvre qui sont attribués uniquement à l'amiante, mais aussi de plaques pleurales. Et ça seulement, et ça, je veux dire, pas seulement pour en fait les expositions professionnelles classiques liées au bâti. Donc très vite, il a fallu envisager une exposition environnementale. La première qui a été très vite évoquée, c'était en fait les maisons traditionnelles, les maisons Cana qui étaient recouvertes d'un torchis qu'on appelait le pot, sorte de chaux qu'on recouvrait pour, on va dire, pour le côté esthétique. Et il a très vite été observé que si je vous montre un petit peu donc de la trémolite auquel on le superpose en fait l'altération supergène, commençait à donner des terres blanches qu'on pouvait penser être de l'argile, mais qui à la base en fait était de l'amiante. Donc ce pot, dans beaucoup des cas, était trémolitique. Et donc a été une première source d'exposition identifiée. Mais ça ne suffisait pas à expliquer tous les cas. Il y a eu une thèse de Francine Baumann de l'Institut Pasteur qui montrait qu'une autre source d'exposition était aussi les pistes recouvertes de serpentinite, parce que toutes les communes de Nouvelle-Calédonie avaient des carrières d'emprunt et très souvent en fait avaient des carrières d'emprunt en serpentinite parce que c'est très facile à exploiter à coup de pelleteuse, et on recouvrait les pistes avec des serpentinites parce qu'en plus c'était un bon matériau qui justement ne s'argilisait pas et il y avait une bonne tenue de route. Donc voilà, on a recouvert pas mal de pistes de Nouvelle-Calédonie de serpentinite. Ce sujet, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie s'en est emparé vraiment dès 2007. C'est à cette époque que j'ai été recruté au service géologique de Nouvelle-Calédonie pour travailler sur cette thématique. Alors, il y avait déjà un petit peu de recul sur cette thématique. Et donc, a été créé un groupe de travail piloté par le gouvernement où il y avait le service géologique, il y avait la DAS et puis d'autres organismes. Et ont été définis donc 3 axes que je vous présentais avec la connaissance de l'aléa, le fait d'inventorier et le développement méthodologique. La première partie, c'est l'acquisition donc des connaissances, donc qui a été pilotée par le service géologique de Nouvelle-Calédonie, et il y a eu un travail énorme de fait avec le BRGM qui était en assistance sur ce sujet-là. On a aussi beaucoup travaillé avec l'IRD, l'Université de Nouvelle-Calédonie, et pour la partie épidémiologique, il y avait l'Institut Pasteur. Et par la suite, en tout cas sur la fin, quand on va dire du développement méthodologique, aussi, on va dire la présence du centre de recherche CNRT Nickel et son environnement, ont aussi, outre le service géologique, financé d'autres études, par exemple de l'Université de Nouvelle-Calédonie, comme le projet Amiante et bonnes pratiques. Donc la première étape, c'était comprendre le contexte. Alors, 2 aspects et qui sont indissociables, c'est comprendre le contexte épidémiologique et le contexte géologique, parce que donc il y avait une incidence de cas de mésothélium et du contexte géologique.
Donc, avec la thèse de Francine Baumann que j'ai évoquée. Et puis, donc, comme je vous le disais, dès le début, un soutien du Bergem avec donc Didier qui a fait pas mal d'allers-retours en Nouvelle-Calédonie. Et Didier ainsi que Pierre Morisot ont aussi formé tous les géologues du service géologique de Nouvelle-Calédonie. Parce que ça a été évoqué, on a beau même être géologue, ça demande quand même des compétences particulières en fait d'étudier l'amiante environnementale. La deuxième étape, une fois qu'on a bien cerné ce contexte, c'est de créer une typologie. C'est assez pratique d'avoir une typologie, on va dire, pour se référer. Typologie, voire une typologie lithologique, on va dire, pour la présence d'occurrences amiantifères. Donc, il y avait deux aspects. Donc, c'était cette typologie, puis en parallèle aussi, créer des protocoles d'échantillonnage de ces occurrences amiantifères, là encore avec le Bergem et le soutien de Daniel Maton. Une problématique qui est apparue très rapidement, mais était déjà partiellement connue, c'est les massifs miniers, donc qui sont hôtes des gisements de nickelifères. Comme vous pouvez voir sur cette carte, il y a un tiers du territoire qui est recouvert par ces massifs miniers. Vous pouvez le voir en vert. Et on a très vite compris qu'il y avait presque, on va dire, une association, ou en tout cas une présence des gisements de nickel, mais aussi de la présence d'amiante. Donc au début, vous vous doutez, ça n'a pas été facile pour l'industrie minière. On a eu une sorte un petit peu de levée de bouclier sur cette thématique. Et puis très vite, à la force de discussion, ça a été plutôt l'inverse et le sujet a été porté à bras-le-corps par la profession minière. Donc on a eu un focus sur ces massifs miniers avec différents aspects. Les massifs miniers sont constitués par exemple à leur base de grandes semelles de serpentinite, donc il fallait mieux comprendre cette serpentinisation et la fibrogénèse. Il y a eu des sujets, des focus sur l'antigorite qui ont été repris aussi par la suite par l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et puis aussi un atlas très pratique qui a été financé par le Centre de recherche de CNRT Nickel et son environnement, qui a été très utile pour la profession minière, puisque ça permettait de placer, on va dire, sur un massif minier les différents types d'occurrences. Et tout ça, c'était accompagné d'un atlas pétrographique, photographique, qui permettait d'illustrer ces occurrences. Alors, toute cette connaissance nous a permis un peu, comme était expliqué ce matin par Didier pour la métropole, de créer des cartes en fait, de terrains potentiellement amiantifères à l'échelle du territoire de Nouvelle-Calédonie. Et on se rend compte que il y a deux zones qui sont indemnes, on va dire, d'amiante, c'est Nouméa, ça tombe bien, c'est la capitale parce que c'est sédimentaire. Et puis les îles Loyauté que vous pouvez voir donc un petit peu au nord, les trois grandes îles. Mais sinon, on voit bien que c'est un sujet qui concerne quasiment l'intégralité du territoire. Donc la deuxième étape, c'était le fait d'inventorier, recenser et bancariser. La première étape, comme je vous le disais, c'est qu'il y avait un impact important sur l'industrie minière et donc sur les professions minières. Donc il fallait savoir à tout niveau, on va dire, de la production minière, quels pouvaient être ses impacts. Donc, encore une fois, c'est une étude qui s'est faite avec le Bergem, avec Jean-Luc Boulmier, où il fallait évaluer que ce soit du péliste sur mine jusqu'au laborantin qui manie les échantillons, de savoir les expositions possibles à cette amiante environnementale. Et comme je vous le disais aussi, c'est le sujet, en fait, la profession minière s'en est très, très bien emparée, puisque spontanément, ils ont eux-mêmes créé un groupe de travail sur l'amiante environnementale, en créant en fait une charte commune de description, pour ce qu'elle est en fait un peu l'équivalent des RAT qu'on évoque depuis ce matin. Du côté du service géologique, nous, on pilotait en fait le recensement des sites potentiellement amiantifères, là, on va dire pour la partie public, c'est-à-dire qu'on essayait d'évaluer sur chaque commune quelle zone aménagée présentait des risques. On a d'abord piloté la commune de Wailou. Une fois qu'on avait fait ce travail et essayé d'identifier exactement ce qu'il fallait faire à travers ces inventaires, on a pu former des bureaux d'études en Nouvelle-Calédonie pour nous assister en fait à faire cet inventaire qui était assez colossal. Et on a lancé par la suite des marchés, des appels d'offres, et ça s'est très très bien déroulé de cette façon. Et on avait donc créé par exemple cette fiche type avec quelques données géographiques, comme vous pouvez voir, des descriptions du site avec un petit peu de dimensionnement, bien évidemment la géologie du site.
le type d'échantillonnage qui était réalisé et le type de, on va dire, d'analyse associée. Alors, on allait plus loin que ce qui est demandé, par exemple, actuellement par la nouvelle norme 94001, c'est-à-dire que nous, on allait jusqu'à parler du risque sanitaire et à donner des préconisations. Alors, des préconisations en termes de réaménagement, en essayant de chiffrer aussi les coûts pour les collectivités. Donc, il y a eu 29 communes inventoriées et comme vous voyez, avec 945 sites, avec une prioritisation de ces sites en fonction en fait, de l'aléa et du risque qui était évalué. L'étape suivante, et ça s'est fait avec la DAS, c'était la remédiation. Alors, la remédiation, c'est un bien grand mot parce qu'on parle plutôt de mitigation. On essaye de limiter en tout cas ce risque. Il y avait donc cette étape de faire des mesures d'air. C'était donc piloté par la DAS sur les sites qui avaient été identifiés et mis en priorité par le service géologique. Et lorsque ces risques étaient vraiment avérés en termes d'émissions, le gouvernement a proposé un fonds pour réaliser une mitigation sur certains sites et donner l'exemple aussi, pousser un petit peu les autres collectivités, donc les provinces et les communes à faire de même. On peut le voir en bas avec le chantier de la tribu, par exemple, de Tendo. Vous voyez un chemin qui allait jusqu'à la case du chef et qui passait en fait sur des serpentinites, donc avec des émissions de fibres de chrysotile. Et ensuite, on voit la mitigation à côté qui a été apportée sur le site. Une autre étape importante, c'est la communication. Un peu comme pour Infoterre avec les cartes de susceptibilité, on avait mis aussi cette carte à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie sur l'explorateur cartographique de la DIMA pour que ça puisse être consulté. On a aussi réalisé avec la DAS des livrets, deux types de livrets. Un premier, l'usage des acteurs techniques, qui étaient nos principaux partenaires aussi dans les communes et provinces. Et puis aussi pour les acteurs institutionnels afin de s'approprier un petit peu la connaissance et cette thématique, cette problématique qui est assez particulière. Et un autre exemple aussi de communication, c'est qu'on avait dans le nord de la Nouvelle-Calédonie des tailleurs de pierre qui travaillent en fait une pierre qu'on appelle la pierre savon. Et il s'avère qu'assez souvent, c'est des tags schistes qui renferment de l'amiante environnementale. Donc, il avait été produit, on va dire, un livret pour ces tailleurs de pierre afin de mieux comprendre en fait à quel risque ils pouvaient s'exposer. Et puis, la dernière étape, c'était la recherche et le développement méthodologique. Alors, il y a beaucoup de projets possibles qui pourraient être évoqués dans cette partie. J'ai pris l'exemple de deux projets qui utilisent la même technologie, l'électromagnétisme, avec un chariot pour ausculter les pistes et un lever électromagnétique aéroporté. Alors, pourquoi faire du développement méthodologique? C'est pas juste pour le plaisir, c'est surtout parce qu'il y avait parfois l'apparition d'écueils et de difficultés sur certains projets et donc la nécessité de développer des méthodologies plus efficaces. Si je reprends la problématique d'origine des pistes recouvertes de serpentinite, on comprend très vite que c'est compliqué d'envoyer un ou plusieurs géologues marcher et lever toutes ces pistes pour s'assurer qu'elles sont recouvertes de serpentinite. C'est pourquoi on a utilisé le chariot électromagnétique qui a été développé par le BRGM, puisque la serpentinite renferme de la magnétite. Vous comprendrez qu'il y aura une signature en fait très très nette à partir d'une technologie telle que l'électromagnétisme. Et le développement a été assez long de la méthodologie, mais une fois que ça a marché, on a pu prendre un CDD et réaliser l'intégralité du lever des pistes en 1 an et demi. Donc, ça a demandé de lever 900 km de pistes. Donc, c'était très, très long parce qu'on roulait à 7 km/h en fait, pour que la technologie marche. Mais on a pu produire des cartes par commune, voire par tribu, comme vous pouvez le voir, qui donnaient en fait aux services techniques des communes des informations sur les linéaires à recouvrir afin d'atténuer ce risque. Et voilà, comme ça, ils pouvaient budgétiser leur demande vis-à-vis de cette problématique. Le vol électromagnétique donc utilisait la même, on va dire la même technologie. C'était combiné à d'autres sujets importants. Il y avait le sujet par exemple de la ressource en eau, où identifier aussi les gisements nickelifères. Mais on utilisait aussi cette méthode par exemple sur la commune de Boulou-Paris pour mieux cartographier les serpentinites
à grande échelle afin de produire une carte 50 000 plus claire. C'est aussi une très bonne méthodologie puisque les limites sont très, très précises. Donc, en conclusion, on voit que ces 3 thématiques, c'est un cercle vertueux parce qu'à travers la connaissance de l'aléa, on peut créer des typologies. On voit qu'on a eu quand même un focus sur les massifs miniers. Et comme je vous le disais, ce qui s'est vraiment bien passé, c'est que cette thématique a été par la suite portée par l'industrie minière. Et on a accompagné cette industrie minière en évaluant les impacts, justement, sur chaque poste de travail. Pour la partie publique, on a recensé les sites amiantifères. Et on a donné en fait un peu le là avec certaines remédiations et qui ont été continuées après par d'autres collectivités comme par exemple les provinces. Et puis l'étape importante, je vous disais, c'est de communiquer sur ce sujet parce que c'est assez compliqué. Les gens connaissent bien l'amiante bâti, mais l'amiante environnementale, c'est plus compliqué. Et puis quand on a des écueils et des problèmes, la dernière étape, c'est effectivement le développement méthodologique. Alors, juste pour terminer, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'une réglementation un peu, on va dire, propre. Dès 2010, c'était demandé en fait des plans de prévention qui intégraient en fait des repérages géologiques. Donc, c'était quelque chose on va dire, assez tôt et ça a été pris, je vous le dis, en 2010, donc c'est assez surprenant. Et puis, si je prends un exemple aussi, avec le BRGM, il y a eu des nombreuses études qui ont montré que l'antigorite, par exemple sur le massif minier, était très présente et souvent associée au chrysotile ou trémolite amiante. Donc, il a été choisi par la DIMAC d'intégrer en fait l'antigorite parmi l'amiante réglementaire. Donc voilà, comme je vous le disais, avec une réglementation assez propre à la Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Brice, d'avoir tenu les délais. Merci. Alors, y a-t-il des questions? Non, j'ai vu des échanges qui précisaient des choses dans le chat. Pour l'instant, je n'ai pas vu, je crois, de questions. On voit à quel point la Nouvelle-Calédonie est précurseur, vu la pression. Et j'ai vu beaucoup de monde dans le chat qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie, donc je les salue tous. Oui, je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un de Nouvelle-Calédonie, alors que il y a un sacré décalage horaire. Donc, s'il n'y a pas de questions, non, il y a des remerciements.